Voilà, bienvenue à tous donc pour cette dernière webconf de la semaine sur la Brest Basket Coach. Euh, on a l'honneur de recevoir aujourd'hui Pierre Golvan qui va se présenter, qui est le préparateur physique de l'URB en N1 à Rennes, entre autres. Euh, Pourquoi on a voulu proposer un contenu sur la préparation physique? C'est vrai que c'est souvent un module qui est abordé rapidement dans les formations de cadre et qui permet d'avoir quand même des gros bénéfices sur les performances des joueurs. Et du coup, nous, on avait la volonté de proposer des modules complémentaires qui feront l'objet d'ailleurs d'une formation qu'on va mettre en place avec Pierre dès le mois de janvier et février sur la Ligue de Bretagne. Donc c'est une première info que vous pouvez noter. Si vous êtes intéressé par la préparation physique, on fera un module complémentaire. Voilà, donc tout paraîtra. Et donc cette conférence, elle va être enregistrée, bien entendu, et comme d'habitude, elle sera remise en ligne sur la chaîne YouTube de la Brest Basket Coach. Et puis, on est en train de construire une page de l'Institut régional de formation où on mettra une page un petit peu avec beaucoup de contenu, notamment toutes les webconfs qu'on a pu faire là depuis le début de l'année. Voilà. Le programme, on reviendra dessus tout à l'heure, mais la semaine prochaine, on aura deux webconfs, une avec Nicolas Maestre qui aura lieu le jeudi 10 à 18h30. À 18h30. Donc Nicolas Maestre, arbitre international et JP Elite. Donc ça aura lieu à 18h30 jeudi prochain sur la gestion de conflits. Et le lendemain, vendredi 11, Julien Demeuré, à la même heure qu'aujourd'hui, à 9h, sur les priorités et les intentions de jeu en U13. Voilà, donc je vais laisser la parole à Pierre qui va nous exposer un petit peu son point de vue sur la préparation physique. N'hésitez pas, comme d'habitude, à couper vos micros, deux, à poser toutes vos questions sur le chat et je relayerai les questions auprès de Pierre. Voilà. Pierre, je te passe la parole. Ok. Bon, donc bonjour à tous. Merci à François et à Sébastien de m'inviter sur cette conférence et de pouvoir parler de ce thème-là. L'idée du thème, là, c'est de donner des clés pour insérer de la préparation physique dans les entraînements au quotidien auprès des différentes catégories que les entraîneurs peuvent avoir. Donc aussi bien des catégories jeunes aux catégories seniors. Donc, l'objectif aussi de cette conférence-là, c'est d'avoir un échange et que ce soit interactif. Par rapport à ça, vous allez voir que tout au cours du diaporama, il y aura des QR codes que vous pourrez scanner avec vos téléphones. Donc, j'espère que vous êtes sur ordinateur. Comme ça, vous allez pouvoir les scanner. Et puis, ça va vous transférer sur des liens, des vidéos qui vont pouvoir vous aiguiller. Et puis que les choses soient plus claires et plus concises, on va dire, que le texte. Voilà. Et puis toujours, si vous avez des questions, je vous poserai quelques questions tout à l'heure sur ce que vous pouvez mettre en place dans vos structures. Donc, moi, c'est Pierre Golvan, donc je suis préparateur physique là, maintenant depuis 4 saisons, donc avec l'Union Rennes Basket. Donc là, sur l'effectif NM1 et sur le centre de formation, et également sur le pôle espoir. Mes missions, que ce soit aussi bien auprès de l'URB qu'auprès du pôle espoir, elles sont déjà liées sur le coaching lors des séances de musculation, la programmation et le suivi du développement athlétique individuel des joueurs, la réathlétisation qui se fait en lien avec le staff médical et le staff technique, le monitoring de la charge d'entraînement, ça on va l'aborder très rapidement, mais voilà, là on rentre quand même dans une complexité et puis je vous donnerai quand même quelques clés pour pouvoir évaluer ça un minimum. Et la mise en place d'un projet de développement athlétique qui est la base quand on met en place de la préparation physique dans une structure, aussi bien auprès du pôle qu'auprès du centre de formation des U18 de l'URB. Donc là, vous avez déjà un QR code. S'il y en a qui l'ont scanné, c'est top. Ça renvoie sur la page de l'URB. Ensuite, la préparation physique. L'idée, c'est d'abord de remettre un petit peu la préparation physique dans le contexte de l'entraînement, dans l'activité basket. Donc, je vous ai mis 3 définitions. Une première que j'ai trouvée tout simplement sur Wikipédia, donc qui définit la préparation physique générale
comme l'ensemble organisé et hiérarchisé des procédures d'entraînement sportif qui visent au développement et à l'utilisation des qualités physiques du sportif. Donc là, on est dans un truc très empirique, voilà, avec le terme général, qui est de moins en moins utilisé maintenant. Une définition de Fred Aubert, donc, qui est préparateur physique auprès de la Fédération de foot, sur les effectifs nationaux, qui définit la préparation physique comme l'espace méthodologique qui étaye l'approche spécifique de l'entraînement, la somme des registres d'intervention qui est autour de la dimension technico-tactique. D'accord, ça c'est vraiment l'élément important. Contribue au développement de la capacité de performance du sportif en traitant les moyens physiques nécessaires à la discipline en question. Voilà. Et donc, lié à ces deux définitions-là, pour faire très simple, pour moi, la préparation physique, c'est une composante de l'entraînement qui va viser à développer les qualités physiques de l'athlète afin de les rendre plus performants dans sa discipline, encore une fois. Ça, c'est vraiment l'élément important. La préparation physique, elle est au service de l'activité dans laquelle on est. Alors, déjà, resituer maintenant le basket, tout d'abord par la logique interne de l'activité, et puis ensuite procéder à une modélisation un petit peu de l'activité avec une caractérisation des efforts. Donc qu'on soit bien d'accord, le basket, c'est un sport collectif de petit terrain qui oppose deux équipes de 5 joueurs avec un objectif de marquer le plus de points que l'équipe adverse dans une cible située en hauteur. Donc déjà, là, on peut se rendre compte que on va avoir besoin de certaines qualités pour pouvoir marquer déjà, pour pouvoir défendre l'équipe adverse. Et tout ça sur une durée de 40 minutes, entrecoupée de cartons. Donc 4 cartons de 10 minutes qui va nous faire prendre conscience que ce sport, il est intermittent. D'accord? Donc ce sport, il est complexe de par la dimension athlétique qu'il requiert. La cible en hauteur, potentiellement, on va avoir besoin de sauter. L'équipe adverse, on va avoir besoin de défendre, donc il va y avoir du contact, il va y avoir des déplacements spécifiques, donc des types d'efforts différents, des durées d'efforts différents également, et aussi une variété des efforts. Donc, on va avoir un sport intermittent, aussi bien sur les durées, sur les types d'efforts, sur les types d'actions. Donc, ça en fait un sport intermittent par excellence. Si on passe sur la modélisation de l'activité. Donc, tout d'abord, dans la plupart des études qui sont réalisées dans le basket, on a le temps de jeu réel qui est différent du temps de jeu. Le temps de jeu, c'est ce qu'on peut retrouver sur les feuilles de match, pas sur les jeunes, mais sur les catégories professionnelles. On a le temps de jeu. Et le temps de jeu réel, ça va être la somme des périodes pendant lesquelles la balle est en jeu, mais également les courts instants pendant lesquels le joueur est actif sur le terrain alors que le jeu est arrêté. Donc, les lancers francs, les remises en jeu, voilà, qui vont nécessiter également des actions, notamment si on prend le cas des démarquages. La moyenne, elle est de 36 minutes, d'accord, la moyenne de temps de jeu réel sur un match, sur une durée totale de match qui est de 81 minutes. Donc on verra après le découpage de tout ça. Au niveau des actions, en moyenne, pareil, d'après une étude de Ben Abdelkrim, pardon, en 2012, donc on a 1283 actions par joueur en moyenne. Donc après, il y a différentes études qui ont repéré aussi des nombres différents en fonction des postes, bien sûr, parce qu'on va avoir une variété au niveau des postes de jeu. Et donc, on a différents types d'efforts. On en a parlé juste avant, et puis on va les voir tout de suite. Voilà. Donc là, déjà, vous pouvez trouver à gauche sur la diapositive la composition du temps de jeu réel par type d'action. Donc, on va avoir plusieurs types d'actions définies, allant du sur place à des appuis spécifiques intenses. Donc déjà, on peut remarquer que la marche concerne une bonne partie de la composition avec 26%. Et puis, au fur et à mesure, on va évoluer sur
une montée en niveau d'intensité. Voilà, la course lente, les appuis spé lents, les appuis spé moyens, le contrôle de l'adversaire, les sprints qui vont représenter 4% et les appuis spécifiques intenses qui vont représenter 9%. Ensuite, on bascule sur le tableau du bas, donc qui est le Et pourcentage. Ouais. Pierre, petite question, est-ce que ces données-là, elles doivent, elles doivent varier en fonction des niveaux de jeu et des catégories, je suppose? Alors oui. Ou c'est vraiment un truc médian, moyenne, qui permet de pouvoir satisfaire tout le monde? Alors c'est ouais, non, l'étude là que j'ai pris et où on a d'où viennent ces graphiques, c'est réalisé sur les effectifs professionnels. Euh, Après, ça nous donne quand même, donc ça c'est ce qui se fait à haut niveau. Après, ça nous donne quand même des repères euh, sur les catégories inférieures, espoir, cadet. Sur les catégories U15, je dirais U13, U11, on peut être sur des choses différentes quand même. Après là, j'ai pas d'informations, il n'y a pas vraiment d'études faites sur les catégories jeunes sur cette dimension-là, mais ça nous permet d'avoir déjà un repère sur les différents types d'actions. Et bien sûr, on va avoir ce pourcentage-là qui va pouvoir varier. Ok. Donc, sur le pourcentage du temps de jeu réel total et de la durée totale du match, passer aux différents niveaux d'intensité. Donc là, on va avoir différentes intensités d'effort avec intense, moyen, faible. Et donc, les types d'actions qu'on a repérées dans notre graphique juste avant, elles vont être intégrées dans ce tableau-là. Donc, dans les efforts intenses, on va avoir les sprints et les appuis spécifiques intenses uniquement, qui vont représenter 12,8% du temps de jeu réel total. Et on se rend compte que sur la durée totale du match, on n'est qu'à 5,6%, donc qui est quand même très faible. Par contre, toutes les phases de récupération, de marche et d'activité sur place représentent 35% du temps de jeu réel total, 15% pour la durée totale du match. Et on a une grande partie aussi, qui sont les arrêts de jeu, qui représentent 55,6%. Donc, voilà, on a différents types d'efforts à différents niveaux qui vont être différents dans le temps et sur la longueur du match. Et donc, du coup, il va falloir avoir la capacité de passer d'un état de récupération de marche sur place à un état de sprint à tout moment. Donc, c'est dans cette dimension-là que les qualités physiques athlétiques vont être importantes à développer. Le dernier tableau qu'on a, alors par contre, il est masqué par ma barre. Ici, hop. Donc le dernier tableau qu'on a, c'est l'enchaînement les plus répandus au cours du match. Donc les enchaînements d'action. Donc celui qu'on rencontre le plus souvent, c'est l'enchaînement moyen, intense, moyen, qui va durer en moyenne 7 secondes et qu'on peut quantifier sur 39 fois dans le match. Après, on a voilà, d'autres phases comme récupération. Euh, tac, tac, tac. Voilà, récupération, intensité faible, intensité moyenne, euh, intensité moyenne, haute, moyenne, faible. Donc tout ça, c'est différents enchaînements qu'on peut retrouver dans le match avec des durées différentes et des quantifications différentes également. Si on prend la dernière, où on a un enchaînement d'intensité, comment dire, d'intensité faible, moyenne, intense, moyenne, on va retrouver très peu de fois, 17 au total, et sur des durées vraiment très faibles. Donc juste pour terminer là-dessus, donc cette caractérisation des efforts va nous montrer que la dimension physique, c'est quand même un paramètre déterminant dans la performance. Et d'après une étude là, de Calera et Gonzalez, on, comment dire, ce sport va être exigeant et il va obliger le joueur à participer à des périodes répétées d'action de haute intensité avec des sprints, des changements de direction, des sauts qui vont être séparés par des très courtes périodes d'intensité faible ou de récupération. Et donc, il va falloir développer différentes qualités au niveau aérobie, au niveau anaérobie, au niveau de la puissance musculaire. Tout ça qu'on va pouvoir développer ensuite dans la suite de la présentation.
Alors, l'idée aussi, c'est d'avoir un visuel sur la dimension au large, la dimension des blessures. Donc là, pareil, c'est tiré d'une thèse qui a été faite par un médecin que j'avais pu récupérer grâce à François d'ailleurs, qui nous donne les données épidémiologiques au basket. Donc je vous laisse lire, je vous laisse regarder un petit peu. On se doute bien que l'entorse de cheville, voilà, qui va représenter 16% des blessures totales, pareil, c'est fait sur des joueurs semi-professionnels, il me semble. Et par contre, c'est fait sur un nombre de personnes, une quantification assez importante. Donc ça nous permet quand même d'avoir un visuel assez large sur les types de blessures. Donc on va de la entorse de cheville jusqu'à la rupture de ligament croisé, qui va représenter 2,6% des blessures totales. L'idée, c'est Après, ça veut dire aussi que pour toi, la préparation physique, elle peut quand même réduire ce nombre considérablement, ce nombre de blessures. Il y a quand même des blessures incompressibles. Je sais pas, on marche sur un pied, l'entorse, elle est peut-être la plupart du temps inévitable, mais on peut peut-être réduire ce risque par la préparation physique. alors ouais, justement, alors l'idée de ça, il y a deux choses. C'est de voir les points faibles du corps dans l'activité basket, les zones un petit peu qui vont être à haute vigilance pour pouvoir les travailler ensuite. Et donc, nous, la réflexion qu'on se fait avec Pascal depuis 4 saisons maintenant, c'est que bon, on croit pas trop à la chance, justement, ou plutôt à la malchance par rapport à ces blessures. Et on essaye de tout mettre en place. En général, la blessure, quand elle arrive, c'est quand même qu'il se passe quelque chose. Donc, on retombe sur un pied très bien, mais il y a peut-être un joueur qui va tomber sur un pied qui va pas se faire d'entorse et un autre qui va tomber sur un pied qui va se faire une entorse. Donc, voilà, le fait d'être moins en alerte, moins concentré, d'avoir des qualités, ou plutôt d'avoir une stabilité de cheville un peu moins importante, plus faible. Et donc, nous, on part dans cette idée-là que toutes les blessures n'arrivent pas par hasard et qu'on doit tout mettre en place pour les éviter. Et donc là, on voit bien que, alors, bon, pas les éviter, mais limiter fortement le risque plutôt. On sait bien qu'il y a des moments où ça sera inévitable, mais on peut agir en préparation physique sur ces trois types de blessures qu'on peut voir là. Et par rapport, alors on voit, alors je ne sais pas si c'est une recrudescence. En tout cas, quand j'étais dans Lyon, on a fait intervenir Julien Colombo sur les maladies de croissance, Osgood-Schletter et maladies de sévères. On en voyait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, on nous expliquait que, enfin, Julien, préparateur physique de l'INSEP, nous expliquait qu'il y avait quand même aussi une hyper spécialisation des gamins très tôt, qui faisait qu'on sollicitait certaines chaînes très, très tôt et que ça pouvait participer aux maladies de croissance. Comment tu te situes, toi, en tant que préparateur physique, sur les jeunes, parce que je sais que tu interviens aussi sur les jeunes à l'URB et puis sur le pôle, par rapport à ces maladies et ces traumatismes? Alors oui, donc l'hyperspécialisation, je ne vais pas aborder le sujet dans la présentation, mais l'idée, moi, c'est que la préparation physique au basket, chez les jeunes en tout cas, on va y venir après, mais l'objectif, ça va être de développer un athlète. D'accord? Oui, où tout le monde est entraîneur de basket, mais l'objectif sur ces catégories-là, pour moi, ça va être de développer des athlètes qui vont avoir une panoplie dans leur motricité, dans leur schéma corporel, dans les types d'efforts, dans les types d'actions qu'ils vont pouvoir réaliser, très très large. Euh, donc c'est pour ça que nous, on essaye, sur le pôle sport en tout cas, de varier le plus possible nos activités pour que les jeunes balayent voilà, un maximum de sport déjà, et puis de motricité spécifique. Euh, Là, on va lancer une programmation pour certains joueurs de natation. Voilà, pour développer d'autres qualités au niveau musculaire, au niveau du dos, de coordination, de renforcement du bas du corps, dans des situations différentes que celles du basket. Et oui, pareil, on l'abordera après, mais toute la, toutes ces blessures musculo-squelettiques, tendinites, périostites, on va pouvoir les éviter euh, par la préparation physique et sur des protocoles, sur des séquences de renforcement qu'on verra après. Ok.
Donc voilà pour la localisation des blessures. On se doute bien que le membre inférieur ou les membres inférieurs vont être beaucoup plus impactés que le reste du corps. Et donc ça va nous donner un visuel sur quoi je dois axer mon travail physique. C'est-à-dire que là, pas dans le sens de prévenir la blessure, mais d'augmenter la résistance à la blessure, plutôt dans ce sens-là, surtout chez les jeunes. On reviendra également là-dessus après. Et donc là, voilà, pour terminer, les types de blessures qu'on peut retrouver. Voilà, donc là, on en vient. Il y a deux objectifs pour vous, entraîneurs, je pense. C'est qu'il y a des entraîneurs de jeunes, il y a des entraîneurs qui coachent, qui entraînent des seniors. Il y en a qui font les deux. Aujourd'hui, on va plus s'attarder sur les jeunes. Comme je vous ai dit, donc, on est sur les jeunes avec un développement athlétique. L'objectif, ça va vraiment être de construire l'athlète et de le diversifier dans ses activités en développant les qualités physiques. Et de l'autre côté, on va avoir les seniors où là, on va plutôt être sur l'optimisation athlétique, c'est-à-dire que on a quand même en senior, en fonction bien sûr, il peut toujours y avoir des jeunes dans les effectifs seniors, mais un objectif de résultat. Et donc, il faut que les joueurs soient en forme, dans un état de forme correct, voire qui vise la performance pour le match du week-end. Et donc, pour ça, on va avoir différents éléments à mettre en place. La prophylaxie, qui signifie au sens large toutes les mesures qui vont être mises en place pour prévenir, encore une fois, limiter le risque de blessure. Le conditionnement, c'est ce que j'appelle voilà, se conditionner pour l'activité, être en forme, donc qui va passer par le travail aérobie, travail d'endurance. La gestion de la charge d'entraînement, qui va être très importante. Encore une fois, j'ai mon équipe qui s'entraîne 2 fois par semaine, la gestion de la charge, je devrais m'en sortir. J'ai mon équipe qui s'entraîne 5 fois par semaine, peut-être qu'il va falloir ajuster certains éléments ou gérer la charge pour certains joueurs. Et enfin, maximiser les qualités de force, de puissance et également d'explosivité pour atteindre un niveau de forme performant pour le match du week-end. L'objectif, que ce soit pour les jeunes et les seniors, par contre, ça va être d'individualiser au maximum pour cibler vraiment les besoins de l'athlète. On se rend compte de plus en plus que tous nos joueurs sont différents. Tous nos joueurs sont différents et ils ont des besoins spécifiques, aussi bien au niveau physique que technique, au niveau basket et mental maintenant aussi, ce qui se développe de plus en plus. Mais c'est pour ça que c'est vraiment important, quand on peut le faire au mieux, d'individualiser, de proposer des programmes, des protocoles vraiment spécifiques à chaque athlète. Première question, Pierre, de Julien qui nous demande est-ce que tu n'inclus pas de la prophylaxie chez les jeunes? Alors, la prophylaxie. Donc, la prophylaxie, on a dit que c'était toutes les mesures qui étaient mises en place pour prévenir la blessure. L'idée chez les jeunes, j'ai lu un livre là, cet été de Franck Kuhn, le préparateur physique de l'équipe de France, qui lui disait qu'en fait, chez les jeunes, on est plutôt sur augmenter la résistance à la blessure plutôt. Parce qu'on a en général chez les jeunes, on n'a pas des joueurs blessés, j'espère pas déjà, mais on va avoir ce développement athlétique, ce développement physique visant à limiter le risque de blessure quand ils vont arriver dans les catégories U18, espoir. Donc, moi, de mon côté, je pense que parler à partir de la catégorie U18, espoir et senior, quoi. Mais avant, on est vraiment on a une partie de prévenir les blessures et avant, sur les catégories jeunes, on a une partie de augmenter la résistance, pardon, à la blessure. Ok, merci. Et puis après, bon, bien sûr, les moyens pour y arriver sont globalement les mêmes. Voilà, mettre en place des cycles de renforcement musculaire, de gainage, des protocoles individuels. Les moyens sont les mêmes pour atteindre les objectifs. Donc, concernant le développement du jeune, on va avoir deux côtés. D'un côté, l'âge chronologique, celui qu'on connaît tous, qui va être déterminé par l'âge et qui va définir nos différentes catégories de jeux, allant de U11 à U15. Je me suis arrêté à U15. Et de l'autre côté, l'âge biologique, qui commence aussi à faire surface là de plus en plus, qui va être déterminé par l'aspect physiologique, par rapport au squelette du jeune, et qui va définir des profils matures
et des profils immatures. Et donc, pour une même catégorie, on va avoir des grandes différences. Je pense que tout le monde l'a constaté déjà sur ses entraînements ou au sein de ses équipes. On peut avoir des très grandes différences entre les différents profils pour des jeunes qui sont nés la même année. Et je vais vous le mettre juste après, dans le Delta canadien, ils disent qu'on peut avoir jusqu'à 5 ans de différence sur cet âge biologique pour des joueurs d'un même âge chronologique. Voilà, donc là, petit QR code que vous pouvez checker, ça va vous envoyer sur le Delta canadien justement un résumé. Donc on va avoir cette dimension d'âge chronologique avec les différentes périodes. La petite enfance de 3 à 8 ans, 8 à 11 ans l'enfance, la préadolescence de 11 à 15 et de 15 à 18 l'adolescence. Et de l'autre, l'âge biologique, où on va pouvoir voir que ces périodes, elles vont au final s'étendre, s'élargir sur les âges que nous avons juste avant. Donc, si on prend l'exemple d'un adolescent de 16 ans, un adolescent de 16 ans, il y en a un qui aura peut-être un âge biologique de 20 ans, si on va vraiment dans les extrêmes, et un autre qui aura peut-être un âge biologique de 14 ans. Donc c'est là qu'on peut se rendre compte que forcément, il y a des joueurs qui vont être plus matures et donc, d'un point de vue physique, peut-être plus développés et donc peut-être plus performants. Et les joueurs, par contre, qui vont être dans la difficulté physiquement et donc dans la difficulté dans le jeu. Et c'est là que c'est important d'individualiser pour vraiment apporter des clés aux joueurs pour qu'ils puissent s'exprimer dans l'activité basket. Donc, on avance. On va passer maintenant sur les qualités physiques. Donc, je suppose que vous en connaissez un paquet. Là, l'idée, c'était de les classer sous différents grands thèmes. D'un côté, les qualités motrices, où on va retrouver la coordination, la dissociation, la mobilité, la stabilité. Les qualités motrices, la motricité qui constitue pour moi la capacité à bouger, à se mouvoir dans l'espace, à bouger son corps. De ces qualités motrices, j'ai ressorti la mobilité qu'on va aborder juste après. On a les qualités énergétiques qui vont faire référence justement la capacité d'enchaîner des efforts, d'enchaîner des efforts différents. Voilà, intensité faible, moyenne, intense. Et donc les différentes filières énergétiques qu'on va avoir et qui vont être utilisées en basket, donc on va avoir la puissance anaérobie et lactique, majoritairement la puissance aérobie, et après les deux versants de capacité. On ressort de cette classe énergétique l'endurance. Voilà, on parle souvent d'endurance. J'aurais pu parler d'aérobie, mais je préfère parler d'endurance. C'est un terme qui est tellement généralisé et qu'on va définir et qu'on va essayer de cibler davantage. Les qualités physiques, donc là qui vont faire référence aux qualités musculaires. On va avoir tout ce qui va être le gainage. Le gainage, pareil, on en reparlera, pas uniquement du tronc. La force, avec charge, sans charge, la puissance, l'explosivité. Donc de ces qualités physiques, on a ressorti le gainage. Et enfin, les qualités pour moi athlétiques, qui vont faire référence au travail de vitesse, d'agilité, footwork, c'est tout le travail d'appui, le pilotage des appuis. Et donc, de cette classe athlétique, j'ai ressorti l'agilité. L'idée, pour moi, c'est 4 qualités qu'on a ressorties des différentes classes. Elles vont être importantes, voire prioritaires à développer chez les jeunes. Donc, on commence tout de suite avec la mobilité. Donc, la mobilité, ça va être la capacité à se mouvoir librement. D'accord? La motricité, capacité à se mouvoir. Mobilité, capacité à se mouvoir librement, sans restriction articulaire. D'accord? L'exemple type, c'est la position fléchie, où on se rend compte qu'il y a des jeunes qui arrivent à descendre, d'autres jeunes qui n'arrivent pas à descendre. Donc, peut-être dû à des restrictions articulaires, à des raideurs musculaires, à un manque de force, mais généralement, on va avoir des problèmes au niveau de la mobilité, notamment hanches, genoux, chevilles. Pourquoi on va développer cette mobilité? Pour augmenter la stabilité et la force.
surtout la production de force. On va pouvoir augmenter également l'efficience du mouvement, c'est-à-dire être efficace dans son action avec un coût énergétique le plus faible possible. Mais également diminuer le risque de blessure, parce que forcément, si mon épaule elle est bloquée ici, bon, le jour où je vais prendre un impact, peut-être que je vais être plus susceptible d'avoir une blessure ou comment dire, que je me luxe l'épaule. Alors que si j'ai une amplitude voilà, qui me permet d'aller dans ces angles-là ou dans des amplitudes vraiment où je suis libre et où j'ai la capacité de bouger, le jour où j'aurai un contact, mon épaule ne sera pas forcément impactée parce que je suis capable d'aller dans cette amplitude-là. Idem pour les genoux, hein, c'est pour les genoux, pour les chevilles, c'est un Après, peu aussi. on n'est quand même pas on est quand même pas tous égaux Bien sûr. sur ce domaine-là. Il y a des gens qui sont plus souples d'autres, il y en a même qui sont hyper laxes. Ah, bien sûr. Voilà, la souplesse musculaire, il y a des prédispositions à ça. Certains vont être voilà souples par nature, d'autres un peu moins. En fait, un peu comme toutes les qualités. Il y en a qui vont être plus forts que d'autres par nature. Donc tout ça, c'est dû un petit peu à la morphologie la morphologie de l'athlète. Qu'est-ce qu'il a pu faire aussi avant comme activité, par quoi il a pu passer comme sport pour se développer. Et puis aussi les prédispositions, on va dire aussi anatomiques, parce qu'on a pas Ouais. mal de réflexions là-dessus. C'est en fonction de la longueur des os, on peut avoir forcément des restrictions un peu plus importantes sur certaines parties du corps. Ça veut dire aussi que sur les ateliers que tu vas faire, tu travailles justement en fonction de ces qualités-là, les gens souples plutôt ensemble quand tu fais du travail sur la mobilité, ou alors est-ce que tu mets tout le monde pareil et tu individualises les contrats que tu vas mettre dessus ou les choses à réaliser? Alors non, là l'objectif, ça va être de cibler les problématiques de chacun, de cibler les problématiques de chacun en fonction peut-être qu'il y a des joueurs qui vont être voilà bloqués entre guillemets au niveau des hanches, et donc ça va être cibler ce travail au niveau des hanches sur différentes postures. D'autres qui vont avoir une problématique aussi sur la position fléchie, mais peut-être due à une raideur de la chaîne postérieure. Et donc là, ça sera autre chose. On va travailler justement sur cette souplesse-là. Et voilà, l'idée, c'est vraiment d'individualiser les exercices, les modalités de travail à chacun en fonction des besoins, quoi. Comment on va réaliser tout ça? Par de la mobilisation active, des mobilisations actives des articulations, des étirements musculaires sous différentes formes, et les automassages qui vont pouvoir procurer un relâchement musculaire et augmenter le range of motion, c'est-à-dire l'angle de mouvement, l'amplitude du mouvement. Je vous laisse scanner un petit peu les différents QR codes. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Si vous l'avez déjà fait, tant mieux. Où vous allez retrouver différents exercices au niveau de la mobilité de la cheville, mobilité de genou, mobilité de hanche. Donc, c'est un athlète qui faisait du CrossFit, qui a une chaîne YouTube et qui poste en fait juste des exercices de mobilité, d'étirement, de gainage. Et c'est vraiment intéressant, ça donne des idées. Ça, bien sûr, toujours prendre un peu avec pincette, mais voir ce qu'on a besoin, ce que mes joueurs ont besoin. Mais, mais ça peut être vraiment une source de contenu intéressant. Donc, je vous laisse regarder. Si vous avez des questions aussi sur les exercices, pourquoi cet exercice, comment on sait que la hanche est ciblée, etc., n'hésitez pas à les poser dans le chat. On passe tout de suite à la qualité d'endurance. Donc l'endurance, ça va être la capacité à réaliser un effort le plus longtemps possible en résistant à la fatigue. Ça, c'est la définition de base. Lié à ça, on l'a vu tout à l'heure, on a deux versants. Un versant plutôt capacité, où l'objectif, ça va être de tenir le plus longtemps à une intensité donnée. Donc cette intensité donnée, elle va pas être maximale. Et par contre, la puissance va faire référence à ça, réaliser un effort d'une durée donnée, assez longue, à la plus grande intensité possible. Donc là, sur la capacité, ce qui va définir un peu l'arrêt, c'est qu'on sera plus capable
de tenir justement cette durée-là. Et par contre, sur la puissance, ce qui va définir l'arrêt, c'est la capacité à ne plus maintenir l'intensité demandée qui est maximale. Je vous laisse regarder les QR codes, où là, ça renvoie sur des vidéos que j'ai réalisées, qu'on a mis en place avec les différentes équipes sur lesquelles j'interviens. Et je vous expliquerai ensuite. Donc, pourquoi? L'objectif, ça va être d'augmenter les capacités cardiovasculaires et respiratoires, d'augmenter le seuil de fatigue, et donc de faire reculer l'apparition de la fatigue lors de l'effort, et également diminuer la fréquence cardiaque de repos. Donc, au-delà de l'activité sportive, diminuer la fréquence cardiaque de repos, ça va permettre de limiter, d'éviter toutes les maladies plus ou moins du cœur, notamment l'infarctus du myocarde. Et donc, tout ça va permettre d'entretenir la qualité du jeu. On va avoir des joueurs qui vont être capables de tenir des efforts plus longtemps, à une intensité plus grande, et tout ça va moins impacter les qualités techniques, la dimension tactique, la concentration, et donc des joueurs qui vont être plus performants sur une durée du match, sur la durée du match total. Comment on va pouvoir développer ça? Du travail continu chez les jeunes, chez les très jeunes, le travail intermittent qui consiste, là, je suppose que tout le monde a un petit peu déjà travaillé et que sans s'en rendre compte, on travaille également sur les entraînements, sur les phases de jeu, mais où on va avoir un temps de travail d'une durée donnée, coupé d'un temps de récupération d'une durée donnée. Et enfin, le HIIT, qui vont être les entraînements High Intensity Interval Training, les entraînements à haute intensité par intervalle de temps, qui là également peuvent être, qu'on reste bien dans notre cadre global, qui soit à disposition et au service de l'activité basket. D'accord? Donc par rapport à ça, 4 exemples un petit peu de travail. Donc le jeu, il me semblait avoir une vidéo, mais je l'ai pas retrouvée. Nous, on travaille beaucoup cette dimension d'endurance avec la contre-attaque. On a des situations variées à 2 contre 0, à 3 contre 0, sur des enchaînements vraiment spécifiques de traversée de terrain. La PMA, quand je dis PMA, c'est travailler la puissance maximale aérobie. Là, on est sur un travail extérieur de piste, parce que bien sûr, je conçois que voilà, il y a peut-être pas beaucoup d'entraînement dans la semaine pour pouvoir tout voir au niveau de l'entraînement de basket, mais il me semble vraiment important et intéressant d'aller de temps en temps en extérieur, voilà, faire une séquence de course sur une piste et vraiment mettre un haut niveau d'exigence au niveau de l'intensité de l'effort. Et ensuite, vous avez 2 vidéos, donc si vous l'avez checké, c'est top, avec une situation sur l'aérobie spécifique. Donc cette vidéo-là, c'est sur les joueurs intérieurs. Voilà, un enchaînement d'actions avec des actions vraiment spécifiques au poste intérieur. Et d'un autre côté, un travail autour du circuit training avec toujours l'idée d'intégrer des efforts basket, des actions basket. Dans ce circuit-là, on a des sauts, on a des déplacements latéraux, on a des enchaînements de déplacements course avant, course arrière. Il me semble qu'on a des déplacements croisés aussi. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de balayer tous ces types de déplacements qu'on peut rencontrer dans l'activité basket et de les intégrer dans un circuit training voilà, qui prend vraiment du sens. Et Je sais pas comment s'il y a tu des te questions situes, sur ça. comment tu te situes, Pierre, par rapport aux... Les anciens faisaient faire toujours en début de saison et à la reprise de janvier des footings de 30, 40 minutes. Donc là, on voit que tu es plutôt sur des efforts intermittents pour rechercher plutôt je pense, le haut du plateau de l'aérobie, c'est-à-dire plutôt le côté puissance. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ou pas du tout? Alors, nous, ce qu'on fait, alors la séance de capacité, pour moi, la seule séance, des 2 séances de capacité qu'on peut avoir dans l'année, elles vont être sur la première séance de la saison, en préparation, et retour après les fêtes de Noël, donc très bientôt. Voilà, nous, on l'a nommé là, depuis 3 ans maintenant débourrage physique, comme les chevaux. L'idée vraiment, c'est d'aller voilà, avoir un footing de 30 à 40 minutes. On va vraiment chercher à voilà, décrasser le joueur en fonction bien sûr de ce qu'il a fait
ou pas sur la période précédente. Et on se rend compte rapidement sur cette séance-là, les joueurs qui n'ont rien fait du tout, les joueurs qui ont un peu abusé des fêtes. Et donc, voilà les 2 séances de capacité où on les met. Et sinon, non, ouais, beaucoup de séances intermittentes, parce qu'on l'a vu, hein, notre activité, elle est intermittente. Donc, ça prend plus de sens de travailler sur des efforts intermittents à des durées différentes, durées de travail différentes, durées de récupération différentes, avec toute la notion de progressivité qu'on va voir ensuite. Et avant, on faisait plus de pistes. Et au fur et à mesure là, de ces 4 saisons, on essaye vraiment de rentrer très rapidement dans cette aérobie spécifique, soit par poste, aérobie spécifique par poste, ou aérobie spécifique par l'action, par l'enchaînement des déplacements qu'on peut avoir. Donc le travail d'endurance pure, long, on va dire, travail de fond peut-être, enfin moi j'avais lu que ça dégradait un peu les qualités de vitesse, quelque C'est ça. part. En fait, ouais, Ok. c'est ça. On va venir solliciter plutôt des fibres lentes euh, et au détriment des fibres rapides. Donc c'est vrai on a moins d'intérêt à réaliser sur ce travail continu. Maintenant, en plus, il y a des études qui sortent sur tout ce qui est justement l'entraînement en HIIT et notamment l'entraînement en Tabata, où sur des Tabata de 4 minutes, on peut avoir un impact, un développement au niveau de l'aérobie. Donc, entre faire un footing de 50 minutes et faire 3-4 Tabata de 4 minutes, bon, je pense que l'intérêt, il est plus grand sur la dimension du Tabata, notamment dans l'optimisation du temps et l'optimisation du travail physique. On passe tout de suite sur le gainage. Donc, le gainage, par sa définition générale, ça va être la tonification des chaînes musculaires par contraction statique autour des structures osseuses, articulaires, viscérales, en vue de protéger, d'amortir ou de renforcer. Donc, quand on parle de gainage, on est vraiment dans un gainage général. On peut avoir un gainage de l'épaule, un gainage de la cheville, un gainage du genou. Et c'est tous les processus qui vont venir à protéger, stabiliser une articulation ou une partie du corps. Là maintenant, moi quand je vais parler de gainage sur cette diapositive-là, on est vraiment sur le gainage du tronc, le core training, donc il va être la capacité de contrôler la position et le mouvement au niveau du tronc, du pelvis, afin de permettre la production, le contrôle et le transfert des forces des membres supérieurs aux membres inférieurs au cours du mouvement et inversement. D'accord, des membres inférieurs aux membres supérieurs en fonction de l'activité ou le mouvement qu'on exécute. Je vous laisse dans le même temps là commencer à regarder un petit peu les QR codes, ça va vous donner des idées et que les propos prennent du sens aussi. Pourquoi développer ça? Important de développer la stabilité, la capacité voilà à rester stable, à être stable dans son mouvement, d'accord, vraiment la dimension fonctionnelle, diminuer le risque de blessure au genou. Ça, c'est des études qui sont sorties, qui ont montré que, comment dire, le maintien et avoir un bon niveau de gainage, un bon niveau au niveau du core training. Le core training, si on prend vraiment la zone du corps, on va partir du diaphragme et on va aller juste au niveau des mi-cuisses. D'accord? C'est tous les muscles en fait qui vont être reliés aux abdos, aux hanches et qui vont constituer ce corps, un peu le noyau de notre corps global. Et d'après une étude aussi de Ewat et al. En 2006, on va avoir un haut niveau de gainage va diminuer les risques de lésions des ligaments croisés des genoux chez les joueuses de basket. Parce que c'est pareil, on est situé au niveau de la hanche. Il y a des muscles qui partent de la hanche jusqu'au genou. Et donc, ces muscles-là, ils vont servir à stabiliser le genou. Et donc, ce core training, ce gainage va aider à la stabilisation du genou. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important de le développer. Surtout qu'on voit là, moi, j'ai des retours de temps en temps d'entraîneurs. Et on se rend compte, bon, je me rends compte, j'ai l'impression que de plus en plus de joueuses, notamment, surtout, ont des ligaments croisés sur les catégories U15, U17. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire
toujours dans l'optique de limiter ces risques de blessure. Comment on va le travailler? Donc là, on rentre dans un débat important. Il faut le travailler vraiment sous toutes ses formes. Qu'on soit bien d'accord. Le premier élément que j'ai mis en bas à gauche, le gainage simple, pour moi, c'est le gainage face, latéral. Voilà, c'est les 4 planches, face, latérale et dorsale. Bon, il y a très peu de moments sur le terrain où on est en planche, donc où on est en contraction isométrique aussi. Après, pour les joueurs intérieurs, ça peut se défendre parce qu'on va avoir des positions statiques sur les prises de position dans le poste bas notamment. Et voilà, l'idée c'est d'avoir un gainage sous toutes les formes, dynamique et surtout fonctionnel. Fonctionnel, c'est-à-dire qu'on va intégrer du mouvement, aussi bien du bas du corps, du haut du corps, du tronc, pour vraiment solliciter dans toutes ces amplitudes, dans toute cette dimension, notre gainage et qui nous serve à quelque chose en fait, qui nous serve à quelque chose et qui soit fonctionnel à notre activité. Donc, ce qui veut dire que classiquement, les coachs, quand on parle de gainage, on en fait tous peut-être dans des circuits ou des choses comme ça, et on a tendance à faire soit de la pliométrie, soit de l'isométrie, ça veut dire un effort où on maintient une posture pendant un bout de temps, et au final, toi, tu dis qu'il vaut mieux essayer de mettre des exercices dynamiques qui sont plus transférables sur l'activité basket. Ouais, exactement. Exactement. Le gainage simple, ça va constituer vraiment la fondation du gainage. Ça va être vraiment intéressant pour apprendre, pour l'apprentissage de la respiration, de la sollicitation du transverse. Donc le maintien voilà, des 3 postures. Le gainage spécifique, ça va être celui qu'on va retrouver en dernier, sur lequel j'ai travaillé. Moi de mon côté, donc tout ça c'est mes termes, hein. J'ai créé ça. Vous allez trouver peut-être les mêmes définitions, mais sous d'autres termes. Le gainage spécifique, euh, ça va être impliquer les mouvements spécifiques de l'activité basket, associés à des éléments externes qui vont imposer des contraintes. J'ai eu cette réflexion-là il y a 2 ans avec un joueur qui souhaitait améliorer son fadeaway jump shot. Donc en fait, il me disait quand il faisait son fadeaway en rotation, il avait du mal à se stabiliser. Donc on a commencé à travailler là-dessus justement, on a travaillé en mouvement avec de la résistance sur le fadeaway. Et donc on a développé des qualités sur le gainage anti-rotation, anti-extension. On rentre vraiment dans la spécificité du gainage et on l'abordera plus tard, j'espère, si vous venez dans la formation. Mais voilà, il y a toute cette dimension-là qui est vraiment spécifique au poste, au profil des joueurs, aux actions qu'ils font en match. Et donc voilà, c'est vraiment très intéressant et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et on a des 2 autres éléments qui, moi, me semblent importants à mettre en place, vous, en tant qu'entraîneur. Ça va être le gainage fonctionnel simple, qui va être la continuité du gainage simple, mais où on va ajouter du mouvement. D'accord? On va ajouter du mouvement sur le haut du corps, sur le bas du corps, associé, dissocié, dynamique, statique. Donc je vous laisse, je pense que tout le monde a scanné un petit peu, je vous laisse regarder, vous allez avoir des visuels là sur ce qu'on a pu, sur justement le crossfitter qu'on avait tout à l'heure, sur des mouvements très simples. Et puis le gainage fonctionnel complexe, où là, l'objectif, ça va être d'impliquer le mouvement avec des éléments externes qui vont venir perturber un petit peu et créer de l'instabilité. Ça peut être des sweet balls, des élastiques, des kettlebells, des haltères, ce que vous voulez. Mais voilà, ça va être créer un peu d'instabilité pour améliorer cette stabilité. On a une question encore de Julien qui nous demande sur une personne touchée par Osgood, par exemple, est-ce qu'il y a des exos à éviter pour lui? Est-ce qu'on peut insister sur le gainage dans le renfort? Est-ce qu'on peut en gros continuer à faire travailler quelqu'un qui a Osgood sur du travail un peu spécifique sans dégrader son état? État. Bah, après, nous, on en a pas mal au pôle espoir. Sur des Osgood, sur des tendinopathies au niveau des genoux. Oui, la seule contrainte que je vois justement au travail physique avec ces joueurs-là, c'est la flexion du genou en fait. Donc tout ce qui va être squat, tout ce qui va être squat surtout, tout ce qui va être flexion au niveau du genou, à éviter, mais tout le travail du gainage qui n'implique pas une flexion de genou peut être réalisé, quoi. Est-ce que par exemple du travail de planche, où on est quand même sur un travail isométrique, on va travailler, je pense, un petit peu sur les quadrilles.
Est-ce que le fait de solliciter ces quadris, par exemple, sur un effort isométrique, ça pourrait pas être perturbant par rapport à Osgood? Alors non, pour moi non. Après, c'est toujours Osgood. Bon, la problématique, c'est la douleur, quoi. C'est la douleur. Ce qui va l'aggraver également, c'est la répétition de saut, de réception. Mais si on met notre joueur en place sur un gainage statique, isométrique pour sur l'exemple de la planche, et que le joueur ne ressent pas de douleur, ne ressent pas de contrainte, il n'y a pas de problème à le réaliser. Voilà, c'est pareil, ne pas faire justement cette planche en flexion de genou, mais plutôt jambes tendues. Si la position est bien stable, verrouillée, voilà, si on peut y mettre un élastique aussi au niveau des genoux pour justement activer le renforcement des fessiers, pour venir stabiliser le genou, ça peut être aussi intéressant. Ok. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Ouais. Moi, je vais accélérer un petit peu alors. Donc, on termine donc sur l'agilité. Voilà, pareil, je vous laisse commencer à scanner un petit peu. Donc, la capacité à bouger, changer de direction dans les plus brefs délais. Pourquoi? Pour pouvoir maintenir des alignements corrects dans le mouvement. Et donc, d'un côté, prévenir les blessures, limiter le risque de blessure et améliorer la fluidité du mouvement. Être capable de bouger vite, de manière fluide, d'accord, et de manière efficace. Comment on va la travailler? Avec le travail de la vitesse de réaction, vitesse gestuelle, la fréquence gestuelle, mais également le travail au niveau du pilotage des appuis. Le footwork dont on parlait tout à l'heure, bouger ses pieds dans un espace restreint. Au basket, on est 10 joueurs sur un demi-terrain, et donc être capable de bouger justement dans ces petits espaces et de manière efficace toujours. Donc là, il y a 2 drills d'agilité qu'on met en place avec les joueurs sur des changements de direction, des déplacements spécifiques. Maintenant, on passe à la planification du développement. La planification, ça va consister à structurer les charges d'entraînement selon des périodes plus ou moins longues, en respectant des principes et avec des objectifs. Donc, le premier, ça va être développer des paramètres de performance sur la durée, en respectant les principes de continuité et de progressivité, mettre un continuum dans notre planification physique. D'accord, pas qu'on ait une séance, voilà, on ait plusieurs séances qui n'ont pas de lien. L'idée, c'est d'avoir un lien progressif entre ces différentes séances. Tenir compte du calendrier pour être plus performant dans des objectifs. On sait que l'état de forme, on peut le programmer par rapport à la quantification de la charge. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, la gestion de la charge d'entraînement, là, c'est un peu plus complexe. On a moins à gérer quand on s'entraîne 2-3 fois pour éviter le surentraînement et limiter le risque de blessure. On passe ce qui va vous permettre maintenant un petit peu de mettre en place des choses. Donc, périodiser le développement. Déjà, avant de périodiser le développement, il faut savoir quel athlète on a en face de nous, quel est son profil, donc catégorie d'âge, âge biologique si on peut le savoir, garçon, fille, si cet athlète a des problématiques physiques. L'objectif, quelle qualité physique on souhaite développer. On parlera des testings. On n'abordera pas le testing là parce que pareil, il y a tellement de choses à voir. L'idée, c'est plus de savoir ce qu'on souhaite développer et par rapport à ça, tester, mettre en place la planif et retester pour voir les gains qu'on a pu avoir. À quel moment? Les moments, il y en a 3. La pré-saison, toute la phase de préparation où la dimension physique est vraiment importante pour remettre les joueurs en forme. La saison, chez les jeunes, voilà, avec tout le travail de développement et ce continuum autour des qualités physiques. Et la post-saison, où là, on délaisse souvent les joueurs, euh, mais qui semblent quand même importants et où on peut vraiment développer des choses, aussi bien au niveau basket que physique. Comment on va pouvoir le faire? Différents types de planification. La planification linéaire, non linéaire alternée, non linéaire ondulatoire. Donc là, pareil, on rentre dans des spécificités. Globalement, on est sur une planification linéaire. La planification linéaire, ça va être diminuer le volume et monter l'intensité. D'accord? Commencer par des exercices simples avec beaucoup de répétitions au poids de corps et puis au fur et à mesure, augmenter les contraintes. Si on prend l'exemple du renforcement musculaire, augmenter les contraintes et diminuer le nombre de répétitions. Comment on va le programmer? Donc, on va avoir plusieurs unités de temps quand on met en place une programmation de développement athlétique.
la séance, qui va constituer notre entraînement, le microcycle, où là, on va avoir plusieurs jours et plusieurs séances qui vont s'enchaîner, le mésocycle, plusieurs semaines avec là l'idée d'avoir une qualité à développer, et le macrocycle, qui là concerne plusieurs semaines ou plusieurs mois, et donc là qui est plus spécifique à la période. En général, le macrocycle, c'est, si on prend un exemple, préparation physique de pré-saison, préparation physique de saison, préparation physique de transition quand vous avez les vacances. Et donc, c'est ciblé sur ces différentes périodes, ce qu'on souhaite mettre en place, quelle qualité on va développer par le mésocycle, et ensuite, quelle séance on va réaliser pour développer la qualité qu'on souhaite améliorer. Et puis aussi le plan annuel. Donc là, c'est l'idée, voilà, toujours de programmer annuellement sur la saison, qu'est-ce qu'on va développer, nos objectifs, avec toujours des incertitudes, les évolutions de performance, les états de forme, la motivation, et aussi un élément que j'ai pas ajouté, mais la présence aux entraînements, qui est vraiment importante. Forcément, si on a un joueur qui est présent à la première séance et il revient que dans 4 séances, bon, notre continuum de développement, il va être un peu faussé. Et c'est pour ça qu'il est important de s'adapter constamment, revoir sa planification. La planification, c'est notre trame, mais en général, on doit l'adapter très souvent. Moi, j'ai le cas avec les joueurs. Avec les joueurs pros, on s'en rend compte très souvent. On a notre planification, j'ai ma séance. Le joueur, sa fille n'a pas dormi de la nuit. Du coup, lui, il n'a pas dormi de la nuit. Il arrive en séance, il a dormi 2 heures. Bon, forcément, la séance de force que j'avais programmée, je vais pas la faire. On va faire de l'activation cardio, de la mobilité, du stretching. Et donc, on va s'adapter. Et c'est pas grave, on remettra cette séance à plus tard. Donc, j'espère que tout le monde suit jusque-là encore. On n'a pas perdu tout le monde. Ça veut Dans dire la séance. que la Comment? communication, la connaissance de tes joueurs, elle est essentielle au final. Oui, ah bah, complètement, complètement. C'est pour ça que moi, je suis vraiment dans l'échange. J'ai essayé d'avoir un lien très fort avec les joueurs. Moi, j'ai confiance en eux, ils ont confiance en moi, et on est vraiment sur un échange permanent. Et la première question avant de commencer la séance, c'est comment ça va? Pour voir qu'est-ce qui s'est passé hier. Moi, je suis pas toujours présent sur l'entraînement de la veille, basket. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ton ressenti? Est-ce qu'il y a des douleurs physiques? Est-ce que mentalement ça va? Et donc, en fonction de ça, derrière, soit on fait la séance, soit on ajoute certaines choses. Il y a 2 jours, j'avais un joueur, j'avais prévu séquence de rameur, séquence de puissance maximale aérobique au rameur. Et il m'a dit, non, hier sur le basket, on a enchaîné, je suis fatigué. Est-ce qu'on peut enlever 2 séries? Je dis, bah oui, on peut enlever 2 séries. Et voilà, c'est s'adapter constamment et vraiment être dans un échange permanent avec ses joueurs. On a une question de Lucas qui demande une question concernant la gestion des charges, notamment pour l'espoir. Est-ce que tu privilégies le développement physique au détriment du match? Alors, bon, l'objectif quand même, c'est que le joueur soit en capacité de jouer le week-end. Donc, c'est pas une question que je préfère le développement physique, mais notre planification fait que la dernière séance, en tout cas physique, même la dernière séance basket, elle est 48 heures avant le match. Donc, forcément, le joueur va pas être impacté. Il a un jour de repos avant, donc il va pas être impacté sur le match. Et donc, ça nous permet d'avoir notre développement athlétique d'un côté et que le joueur puisse quand même s'exprimer en match, quoi. Je sais pas si j'ai un peu répondu à la question. Oui, je pense. Je pense après, de toute manière, tout dépend sur le prisme aussi sur lequel se place l'entraîneur de jeunes. Est-ce qu'il est Oui. plus sur une recherche de performance ou est-ce qu'il est plus sur un développement du joueur? Auquel cas, le développement physique, il va prendre beaucoup d'importance, je pense. Le match est Mhm. plutôt accessoire sur le développement du joueur. En tout cas, c'est la façon dont beaucoup de coachs commencent à, à voir les choses. Oui. Deuxième question, comment inclure des séquences de préparation physique avec 3 entraînements par semaine sans trop manger du temps dédié au jeu? Et ça tombe bien, on y arrive. On y arrive. Merveilleux. Alors, donc sur la séance maintenant, voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir ce déroulement et arriver progressivement à ce que vous souhaitez, euh, parce que sinon tout le monde serait parti bien avant. Donc sur la séance maintenant, on va avoir plusieurs options. Le travail dissocié,
où là, on va avoir d'un côté le travail physique, le travail basket, le travail associé, où dans des situations basket, on va intégrer du travail physique. Et enfin, le travail intégré, où les séquences basket vont être des séquences physiques. Et puis, deux éléments moi, qui me semblent vraiment importants, et où je vais pouvoir répondre à la question, la préséance et la post-séance. Avec l'objectif, toujours, moi, en tant que préparateur physique, d'optimiser le temps de préparation physique dans l'entraînement basket. En général, le coach, je sais pas si c'est pareil pour vous, quand vous préférez entraîner le basket que mettre du physique, ben le coach, c'est pareil, il préfère faire le basket que je mette en place du physique. Donc, faut trouver des arrangements et optimiser ce temps-là. Donc voilà, je vous laisse scanner avec vos téléphones. Donc le travail dissocié, j'ai mis un petit peu pour moi les objectifs, les qualités, les éléments qu'on peut développer en fonction du mode de travail. Donc sur le travail dissocié, on va pouvoir donc, avoir le renforcement musculaire des membres inférieurs, des membres supérieurs, le gainage. Donc dissocié, on a vu qu'on a vraiment le physique d'un côté, le basket de l'autre. Pourquoi faire ce travail de renforcement de manière dissociée? Parce que à un moment donné, il va falloir avoir une qualité de mouvement, une qualité d'exécution bien précise, des postures à tenir. Et souvent, quand on met le ballon ou quand on met une situation avec le ballon, on va avoir une détérioration des qualités et de concentration sur la posture. Voilà. Même si là, vous allez voir que sur les deux vidéos que je vous renvoie, on travaille avec un ballon de basket parce qu'on n'a pas de charge. Mais pour ces jeunes, juste travailler sur le mouvement, réaliser des contractions musculaires va permettre de les développer. Le travail associé, là, on va pouvoir mettre de la motricité, de la mobilité, de la stabilité. Donc c'est là où vous allez trouver deux situations de warm-up qu'on met en place avec la N1, où on va avoir du travail d'échelle, du travail de mobilité de hanche, mobilité de cheville, de genou. Et donc, moi, j'aime beaucoup faire ça en échauffement, des parcours, voilà, des parcours de motricité basket, où on va avoir, les joueurs ont un ballon chacun, ils ont un enchaînement d'actions, voilà, mais entre chaque action, entre chaque finition proche du cercle ou de tir, ils vont avoir des petites activités physiques à réaliser, de mobilité, de stabilité, d'appui, et donc là, c'est facilement associable. Et enfin, le travail intégré, donc là, on va avoir l'endurance, l'agilité, la vitesse, travail d'appui encore. On rentre pareil, là, je vous ai dit que j'avais la situation de contre-attaque, mais on en fait aussi certaines fois des séquences jouées, vraiment basket d'opposition. Et l'idée, pareil, c'est de se baser sur les temps de travail, les temps de récupération, et puis de travailler au chronomètre. Donc, j'en parlais avec Julien hier, qui me disait qu'à Saint-Chamond, le préparateur physique bossait comme ça. C'est lui qui gère toutes les séquences basket au chrono pour développer ses qualités. Donc, c'est vraiment intéressant, mais pareil, ça demande un peu plus de précision et de rigueur dans la mise en place de ça, quoi. Et donc, on arrive, voilà, donc c'est pareil, définir des objectifs de travail. Mon objectif aérobie peut-être, mon objectif de renforcement musculaire, de gainage. Et les modalités de travail, ça va varier sur les nombres de répétitions, les nombres de séries, le nombre d'exercices, le nombre de blocs, la durée totale. Donc, en fonction, pour répondre un peu à la question déjà, c'est définir la durée qu'on souhaite investir dans la préparation physique. Qu'est-ce qui me semble important comme durée à mettre dans mon entraînement au niveau physique? Et à partir de là, peut-être définir combien de blocs je vais faire. Si je me dis 20 minutes, est-ce que je vais faire deux blocs de 10 minutes? Combien d'exercices je vais mettre? Je vais peut-être mettre 5 exercices. Et puis après, sur le travail, si on souhaite travailler par exemple sur du circuit training, eh ben, je vais travailler sur du 30-30. Je vais faire deux tours. Et puis comme ça, j'aurai un premier bloc de 10 minutes et un deuxième bloc de 10 minutes. On Donc, arrive vraiment. Ouais, tu veux dire aussi, on insiste un peu là-dessus sur les formations de cadre, enfin même beaucoup d'ailleurs, que les formes de travail des coachs, elles peuvent, même si ça reste des situations basket, permettre d'avoir un développement physique important, mais il faut y réfléchir en fait. Et il faut toujours se poser la question de l'intensité qui est proposée dans les entraînements. Retirer un petit peu les temps où on parle, rajouter deux, trois ballons, plein de petites choses comme ça, et jouer avec les formes de travail pour qu'on sollicite physiquement différemment les joueurs en fait. exactement. Et puis, comme tu dis, Sébastien, dans les séquences de jeu, il faut vraiment que ça soit préparé, quoi. Ma situation de contre-attaque, eh ben, on travaille sur deux allers-retours parce que
on veut avoir ce temps de travail-là, et que derrière, eh ben, on met 4 lancers francs par joueur pour avoir ce temps de récupération-là. Et vraiment tendre vers ça le plus possible. Donc la contre-attaque, c'est vraiment la situation facile à mettre en place, mais on peut avoir du 2-2, du 3-3, gérer les temps de repos. Et ben, si on met en place un passage pour 2 temps de récup, ben, ça peut être intéressant pour développer l'endurance. Mais c'est vraiment réfléchir à ça, comme tu dis, et puis le préparer pour qu'on ait ce travail intégré. Ah, il va nous rester très peu de temps parce qu'on a déjà un peu débordé le temps imparti. Il doit rester 2 diapos, Sébastien. Là. On arrive sur la fin. Et bien, allons-y. Alors, il nous reste donc là les pré- et post-séances, qui sont des routines, soit en pré-séance d'échauffement, soit en post-séance de récupération. L'intérêt, ça va être préventif, ça va pas prendre de temps sur la séance, et on va améliorer des aspects physiques, et on va pouvoir individualiser. Tout le monde a des joueurs qui arrivent 20, 30 minutes, 15 minutes avant et qui sont sur leur téléphone ou qui font n'importe quoi sur le côté. Et donc, je pense que la mise en place de ces pré-séances, je passe directement là-dessus. Voilà. La mise en place de ces précédentes, elle peut vraiment être intéressante pour ajouter la dimension athlétique à votre entraînement. Donc, en pré-séance, et pareil, en post-séance, en général, il y a des jeunes, bon, bah, les parents, ils terminent, j'en sais rien, à 19h30. Donc, le gamin, il est 30 minutes dans la salle après l'entraînement. Et ben, pourquoi pas mettre en place, voilà, des post-séances, soit de retour au calme, c'est-à-dire d'étirement, mais peut-être d'aérobie si mon joueur il a besoin. Si mon joueur voilà, il a du mal à tenir les efforts, bah, peut-être que si son père vient le chercher que dans 30 minutes, eh ben, il va pouvoir rajouter une séquence de 30 minutes. Et on est toujours dans cette optimisation du temps pour pouvoir programmer notre travail physique. Donc en bilan, je dirais qu'il faut pouvoir prendre le temps de planifier des objectifs physiques, de développement, programmer des contenus. D'accord? Pas forcément qu'il faut programmer des contenus complexes, mais voilà, commencer sur de renforcement, sur l'aérobie qui me semble vraiment important dans la pré-saison. Et puis derrière, c'est optimiser notre temps de travail. Notre temps de travail, optimiser surtout le temps de travail physique dans l'entraînement basket et intégrer notre travail physique toujours au service de l'activité basket. Parce que ça prendra du sens. Les joueurs comprendront pourquoi ils font ce travail physique et ils auront des résultats, ils seront plus performants. Et donc, il y aura, voilà, l'intérêt sera vraiment bien perçu et on pourra poursuivre ce travail-là dans le continuum des catégories. Voilà, quelques ressources que vous pourrez, j'espère, regarder, euh, qui vont vous permettre peut-être d'avoir des clés supplémentaires sur ce que j'ai pas abordé au niveau des répétitions, des modalités de travail, de la planification bien précise. Donc, j'espère que vous aurez l'occasion de regarder ça. Merci beaucoup. C'était un peu long peut-être Sébastien, hein, mais voilà, il y avait Non, 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 écoute, c'est passionnant. Donc pas c'est mal de vrai choses. qu'on. L'idée pour nous, c'était, en tout cas, on te remercie chaleureusement pour la qualité de la présentation, parce que c'était top. Notamment, on a des petites idées avec les QR codes. Là, pour nous, j'ai trouvé le format super intéressant, super sympa pour nous. L'idée, c'était de mettre un peu l'eau à la bouche aux gens qui voudraient aller un peu plus loin dans la préparation physique. Donc, on va mettre en place une formation, je vous le répète. Donc, suivez un petit peu les informations sur le site de la Ligue ou sur la page IRFBB qui va sortir, j'espère, d'ici 15 jours, 3 semaines. Et puis, on vous accueillera avec plaisir. Ce sera plutôt sur Rennes, où on déclinera un petit peu, on ira beaucoup plus dans le détail et notamment sur la pratique, sur tout ce dont a parlé Pierre. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je reviens sur le programme. Donc, je vous rappelle, jeudi prochain, vous aurez Nicolas Maestre qui interviendra sur la gestion de conflits. Et vous aurez le lendemain Julien Demeret, que vous voyez dans le petit encart là, qui n'a pas mis sa casquette d'emoji et qui sera là vendredi prochain pour les contenus U13. Pierre, si tu veux, je te laisse la parole pour si tu veux clôturer. Puis après, Julien, tu pourras intervenir aussi. Bah écoute, merci beaucoup hein, pour votre attention et puis n'hésitez pas à vraiment consulter la Brest Basketball Coach parce que il y a vraiment des choses intéressantes et avec Julien on va voilà et les préparateurs physiques aussi de la région on va vraiment essayer de développer des choses, mettre du contenu qui soit accessible et pour vous permettre voilà d'intégrer et de mettre
davantage de préparation physique dans vos entraînements et dans votre club. Monsieur Demeuré. Non, j'avais une question pour Pierre, mais je la poserai en off. C'était parce que du coup, j'ai coupé à un moment donné, j'ai pas pu tout suivre. Est-ce que tu as parlé des étirements ou pas? Non, on est juste à la fin sur les post-séances de retour au calme, c'est tout. Mais on n'a pas vraiment plus parlé de mobilité. Ton avis là-dessus, rapidement? Mais vaut mieux en faire que pas en faire. Voilà, vaut mieux en mettre. On parle souvent de la forme passive en fin de séance. Il y a plein d'autres formes que vous pourrez consulter peut-être sur les ressources là, mais active, activo-dynamique. On a plein de méthodes pour développer la souplesse, pour s'échauffer, pour relâcher musculairement. Il y a vraiment beaucoup de choses et on s'est souvent restreint aux étirements passifs de fin de séance. Mais il y a tellement de choses sur la souplesse que j'espère qu'on aura l'occasion de développer dans la formation. Mais voilà, vaut mieux en faire que se dire de ne pas en faire. Voilà. Merci pour cette petite conclusion. Pas de problème. Merci à tous. Bon week-end. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain, pour la prochaine webconf. Voilà, merci à tous. Merci à Pierre. À bientôt. Merci. Bonne journée, bon week-end.